La Terre, elle nous paraît si stable, si calme en surface. Pourtant, juste sous nos pieds, c'est un tout autre monde. Un monde de feu, de pression, en mouvement constant. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur des forces les plus impressionnantes de notre planète pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière les séismes et les volcans. Et cette activité interne, ce n'est pas juste une histoire de géologie. Non, quand elle se manifeste avec violence, elle peut redessiner des paysages entiers et bouleverser des millions de vies. Pour bien saisir de quoi on parle, on va regarder deux événements très concrets qui ont marqué l'histoire récente. Prenons ces deux exemples qui sont vraiment frappants. D'un côté, Haïti, un séisme très proche de la capitale qui a causé des destructions matérielles absolument massives. De l'autre, le Japon, un tremblement de terre sous l'océan qui, en plus des secousses, a déclenché un tsunami dévastateur. On voit bien là qu'un même phénomène, un séisme, peut avoir des conséquences radicalement différentes. Tout dépend de son origine. Mais alors, au fond, un séisme, c'est quoi exactement ? En gros, c'est une libération d'énergie. Une énergie si brutale, si soudaine, qu'elle fait vibrer tout le sol sous nos pieds. C'est comme une onde de choc qui se propage depuis les profondeurs de la Terre. Ok, on a vu les effets. Mais pour comprendre la cause, il faut regarder ce qui se passe sous la surface. D'où vient toute cette énergie ? Comment est-ce que ça commence ? En fait, tout part d'une simple fissure dans la roche. Tout commence ici, le long d'une faille. Il faut s'imaginer une sorte de cicatrice géante entre deux énormes blocs de roche. C'est le long de cette ligne de faiblesse que la tension va s'accumuler, jusqu'à ce que ça lâche. Et si on zoome sur cette faille, on trouve le foyer. Ça, c'est le point zéro, l'endroit précis en profondeur où la roche finit par se briser et libère toute l'énergie accumulée d'un seul coup. C'est le véritable point de départ du séisme. Alors, juste à la verticale du foyer, mais cette fois à la surface, on trouve l'épicentre. C'est le point d'impact. Si on reprend notre image, le foyer, c'est l'explosion sous terre, et l'épicentre, c'est l'endroit où l'onde de choc frappe la surface avec le plus de force. C'est pour ça qu'on en entend parler tout le temps aux infos. On a donc une réaction en chaîne, c'est presque mécanique. D'abord, une rupture en profondeur au niveau du foyer. Ensuite, la propagation des ondes sismiques dans toutes les directions à une vitesse folle. Et enfin, l'impact violent en surface qui est maximal à l'épicentre. Et tout ça, ça peut se dérouler en seulement quelques secondes. Allez, on quitte les roches qui se brisent pour passer aux roches en fusion, les volcans. Qu'est-ce qui peut bien pousser une montagne à cracher du feu, de la lave et des cendres ? Attention, toutes les éruptions ne se ressemblent pas du tout. Il y a deux grands types. D'un côté, on a les éruptions effusives, comme à La Réunion. Là, la lave est très fluide, elle s'écoule presque tranquillement. De l'autre, on a les éruptions explosives, comme on en voit au Mexique. Ici, la lave est visqueuse, pâteuse, elle piège les gaz, la pression monte et tout explose, projetant des cendres et des roches dans un déchaînement de violence. La fluidité de la lave, en fait, ça change absolument tout. Mais qu'elle soit fluide ou visqueuse, cette lave vient toujours du même endroit, les profondeurs de la Terre. Et avant d'arriver à la surface, cette roche en fusion, on l'appelle autrement, c'est le magma. Le magma, c'est tout simplement le carburant de tous les volcans. Le parcours du magma, c'est un peu un voyage en 4 étapes. D'abord, il se forme quand les roches fondent très très profond. Ensuite, comme il est plus léger que la roche autour, il entame son ascension. Il va ensuite faire une sorte de pause, s'accumuler dans des réservoirs qu'on appelle chambres magmatiques. Et là, la pression monte, jusqu'au point de rupture. Et c'est ça, l'éruption. Bon, on a vu ce qui se passe sous terre. Maintenant, revenons à notre échelle, à l'échelle humaine. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la vie sur une planète aussi active ? Pour évaluer le danger, les scientifiques utilisent une équation toute simple. Le risque, c'est l'aléa multiplié par l'enjeu. Alors l'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène se produise, qu'un volcan entre en éruption par exemple. L'enjeu, c'est tout ce qui pourrait être touché, les villes, les populations, les routes. Un volcan hyperactif au milieu de l'Antarctique, par exemple, a un aléa très fort, mais comme il n'y a rien autour, le risque est quasi nul. Maintenant, le même volcan juste à côté de Naples, là, le risque devient absolument immense. Comme on ne peut pas empêcher ces phénomènes, il faut apprendre à vivre avec. Et ça passe par toute une chaîne de prévention. D'abord, on cartographie, pour savoir précisément où sont les dangers. Ensuite, on surveille, 24 heures sur 24, le moindre signe avant-coureur. Puis, il faut informer les populations pour qu'elles sachent comment réagir. Et enfin, on doit planifier des évacuations au cas où une crise deviendrait imminente. C'est vraiment une bataille de tous les instants. C'est vrai, la science nous permet de mieux en mieux prédire, de mieux nous protéger. Mais cette petite exploration au cœur de la Terre nous laisse avec une question assez vertigineuse. Face à des forces qui nous dépassent à ce point, est-ce qu'on pourra un jour vraiment maîtriser le risque ? Ou est-ce qu'on devra toujours se contenter de l'anticiper du mieux qu'on peut ?